Donc, on va parler aujourd'hui des donneurs décédés catégorie 3. Je ne sais pas quelle est la proportion de Français ou de membres de la SFT dans l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez lever la main? Comme ça, je vois un petit peu à qui j'ai affaire. OK. Ce n'est pas la majorité. Hein. Donc, pardon? Ouais, mais l'idée, c'est de savoir un petit peu le recul que vous avez par rapport au décédé 3, parce que j'ai cru comprendre que ça reste quand même assez confiné pour le moment en France. C'est un projet qui démarre, et donc c'est pas encore très développé. Je vais commencer par fixer un peu le contexte. Et donc le contexte, c'est le suivant. En Belgique, on est tout petit, donc on ne pourrait pas avoir une activité de don d'organes tout seul, comme vous le faites en France. Donc on fait partie d'un grand réseau qui s'appelle Eurotransplant, qui comporte une population d'environ 125 000 habitants. Donc c'est un gros potentiel de donneurs d'organes, c'est un gros potentiel de receveurs d'organes également. Et vous voyez, les pays sont représentés ici en bleu, et les pays les plus foncés, quelque part, ce sont ceux qui sont les plus performants. Et vous voyez, la Belgique, elle est bien colorée en bleu foncé. Donc ça, c'est pour le petit cocorico. Pour poursuivre, je vous montre ici le nombre de donneurs par million de population. C'est la référence généralement utilisée, et en France également, pour décrire le taux de donneurs qu'on a dans un pays. Et on voit que la Belgique est largement au-dessus des autres pays d'Eurotransplant, avec 28 donneurs par million de population en 2015, contre 15,1 dans le réseau Eurotransplant. Et si on regarde par rapport à la France, on se situe pas mal, puisqu'on a nos 28 donneurs par million de population, il y en a 25,3 en France. Et c'est le moment de faire un petit cocorico régional. Vous voyez ici la province de Liège qui est rehaussée, qui a presque la même forme que la Belgique, mais c'est plus petit. On a une population d'à peu près 1 million d'habitants, et on a un nombre de donneurs de 39. Donc on est à 39 donneurs par million de population dans notre petite province de Liège, grâce au réseau qui est constitué par beaucoup de centres qui sont présents aujourd'hui. Autour du centre de transplantation du CHU de Liège, mais on a la chance d'avoir une quinzaine d'hôpitaux actifs en matière de don d'organes, et comme vous le voyez, très actifs. Néanmoins, comme dans tous les pays du monde, d'Eurotransplant en particulier, on se trouve avec la même problématique d'avoir un grand nombre de patients sur liste d'attente, en particulier des patients en attente de reins, mais également d'autres organes comme les cœurs, les foies et les poumons et les pancréas. Le corollaire de cette situation, c'est que les patients qui sont en attente d'un organe, et même les patients qui sont en attente de reins, eh bien, ils ont un risque de décéder important. Et en Belgique, et c'est plus ou moins la même chose dans le réseau Eurotransplant, et j'imagine que ce n'est pas très différent en France. On a à peu près 10% de nos patients qui décèdent alors qu'ils attendent un organe. 8 à 10%. La problématique que je souligne, vous la connaissez également en France, puisque en l'espace de 15 ans, le nombre de patients inscrits sur liste a plus que doublé en France. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau du nombre de patients en liste d'attente et au niveau du nombre de greffes, on voit que le nombre de patients en liste d'attente a augmenté sur une dizaine d'années de 60%, alors que le nombre de transplantations a seulement augmenté de 20%. Donc le problème est crucial, il est aigu partout, et c'est pour ça qu'on s'est tourné, comme l'ensemble des pays à l'échelle internationale, on s'est tourné vers le don d'organes en arrêt circulatoire. Alors pour faire un petit historique, tout a recommencé avec le protocole de Pittsburgh à cause de ce problème, cette problématique de manque de donneurs d'organes, et parce que parallèlement au manque de donneurs d'organes, il y a, grâce à l'avancée de la médecine, une augmentation de la demande. Et c'est ça qui a amené pas mal de chercheurs et pas mal de personnes impliquées dans la transplantation d'organes à considérer des donneurs marginaux, des donneurs qu'on dit aussi à critères étendus. Alors on vous l'a dit, dans une autre session, tout a recommencé parce qu'en fait, le don d'organes en arrêt circulatoire, c'est pas très original. Le premier patient qui a été transplanté de poumon, c'était en fait un DCD2. Il a bénéficié d'un donneur qui a fait un infarctus du myocarde massif. Il est mort 18 jours après la transplantation, mais vraisemblablement, c'était plus un contexte d'immunothérapie que vraiment lié à l'intervention chirurgicale et à la qualité des greffons.
De la même manière, Barnard, lorsqu'il a fait sa première transplantation cardiaque, il a pratiqué le prélèvement d'organes alors que Denise Darval, une des rares donneuses dont on connaît le nom, était en arrêt cardiaque. Il a provoqué la systolie pour pouvoir prélever le cœur. C'est assez évident. À cette époque, il n'y avait pas de définition claire de la mort cérébrale et donc personne ne saura jamais si Denise Darval était en mort cérébrale. Donc, qu'est-ce que c'est que le don décédé? Donc, ce sont des donneurs en arrêt circulatoire qui meurent en arrêt circulatoire. Ce sont des donneurs cadavériques et ils ne sont pas en mort cérébrale au moment où ils sont détectés comme donneurs. Alors, on vous a peut-être présenté dans d'autres sessions, ou bien vous connaissez déjà cette classification de Maastricht qui se comprend 4 catégories qui comprenait en tout cas lors de la description initiale 4 catégories. La première catégorie, c'est un patient qui est décédé où il n'y a pas de témoin. On n'a aucune information sur ce qui s'est passé. La deuxième catégorie, où on vient juste d'en parler, je ne vais pas m'appesantir dessus. La troisième catégorie fera l'objet de plus de mon exposé. On l'a évoqué dans une autre session plus tôt. La catégorie 4 sont des patients qui sont déclarés en mort cérébrale, mais qui vont présenter un arrêt cardiaque. Alors il est évident que là, la première préoccupation qu'on doit avoir si on a un patient en mort encéphalique qui présente un arrêt cardiaque, c'est d'essayer de le réanimer. Et en Belgique, ainsi qu'aux Pays-Bas, il y a une 5e catégorie qu'on pourrait ajouter, qui va peut-être faire hérisser les poils sur la tête de certains de nos compatriotes français, de nos amis français. Il y a le don d'organes après euthanasie. Donc c'est des situations où les individus, les citoyens, font une demande d'euthanasie qui est reçue et dans leur réflexion, ils évoquent la possibilité d'être donneur d'organes. Donc on voit qu'on peut scinder ces catégories, ces 5 catégories en 2 situations. Une situation qui n'est pas contrôlée, comme celle qu'on vient de décrire précédemment, ou une situation où le prélèvement d'organes est contrôlé. On a la possibilité de s'organiser pour pratiquer le don d'organes. Et donc, en Belgique, on s'intéresse essentiellement aux donneurs de catégorie 3 et de catégorie dite, on va dire 5. Des donneurs de catégorie 2, je pense que sur les 2 dernières années, il n'y en a pas eu en Belgique. Alors, tout commence évidemment avec l'identification du donneur qu'on va dire CDCD3, donc C pour contrôler, et la détection du donneur potentiel doit se faire dès qu'on a décidé de l'arrêt thérapeutique. Cette décision va se faire suite à une situation catastrophique au niveau cérébral, mais le patient n'est pas en mort cérébrale. Ça peut être aussi une décision qui se prend suite au constat d'une maladie grave et irréversible, comme par exemple une affection musculo-squelettique, dans une situation où on déciderait d'arrêter les traitements. On a établi qu'il n'y avait pas d'évolution favorable possible et les réanimateurs ont décidé de pratiquer un arrêt thérapeutique. À partir de là, les réanimateurs vont devoir approcher, parce que je crois que c'est un devoir, les familles afin de savoir quel était le positionnement du patient qui va décéder, puisqu'on n'est pas encore dans une situation où le patient est décédé, par rapport au don d'organes. À tout moment, juste pendant cette phase-là, l'équipe de transplantation n'intervient pas. Alors, quand on veut pratiquer le don d'organes CDCD3, c'est un peu comme lorsqu'on veut faire du DCD2, comme ça a été décrit dans l'exposé précédemment. La première chose à faire, c'est d'avoir un protocole. Il est vraiment malvenu de vouloir improviser. On s'expose à de fortes réactions de la part des équipes et on s'expose potentiellement à de fortes réactions de la part des citoyens à travers la presse ou que sais-je. Donc, chaque centre, c'est ce qui est vraiment établi en Belgique, chaque centre qui décide de se lancer dans un protocole DCD3 doit avoir un protocole local, écrit, qui doit être clair, qui va couvrir tous les aspects du don d'organes de la catégorie 3, qui doit évidemment être en accord avec les guidelines internationales, mais aussi les recommandations nationales qui ont été faites à ce jour. Et également, ce protocole doit être approuvé par les différentes équipes qui vont intervenir dans la procédure de don. Alors vous allez voir que dans notre protocole, le bloc opératoire, les équipes du bloc opératoire sont vraiment impliquées au premier chef, et donc il faut qu'ils aient accepté l'idée que un don d'organes DCD3 va survenir. Alors,
la littérature devient assez large maintenant pour se reposer, pour trouver les informations utiles à l'établissement d'un protocole. Il y a des guidelines canadiennes, il y a des guidelines américaines, il y a de bonnes guidelines également au niveau du Royaume-Uni. Et à l'échelle nationale, on vous a cité dans une précédente session le protocole, les recommandations du groupe de travail belge qui sont pour le moment, sauf erreur de ma part, en train d'être discutées au niveau du comité bioéthique. Mais c'est vraiment une base de travail très sérieuse pour réaliser ces protocoles. De la même manière, à l'échelle nationale, on a avec l'ensemble des centres de transplantation nationale, francophones et néerlandophones, réalisé un manuel de don d'organes et de tissus qui reprend les lignes de conduite à tenir, que ce soit pour le don décédé, mais également pour les donneurs DBD. Donc là, il y a un substrat qui permet de vraiment construire un protocole de manière robuste. Alors, quand on veut commencer, il ne faut pas partir dans le vide. C'est un peu l'erreur que nous, on a commis par exemple à Liège. On avait un protocole, un programme en tout cas DCD3 qui était approuvé par notre comité d'éthique hospitalier, mais la procédure n'était pas bien formalisée et ça a rapidement généré un malaise au niveau des équipes soignantes et ça nous a poussé à rédiger un protocole. Alors on a eu la chance de pouvoir collaborer avec 3 hôpitaux de la région de manière à réunir des réanimateurs d'horizons différents, des anesthésistes d'horizons différents, mais également d'impliquer les chirurgiens qui font la transplantation pour rédiger un protocole qui non seulement soit cohérent sur le plan patient, sur le plan réflexion sur la fin de vie, mais également cohérent sur l'aspect transplantation. Ça ne sert à rien d'avoir un protocole robuste sur le plan éthique si ça amène à des résultats catastrophiques dans le domaine de la transplantation. Donc, les objectifs de protocole, c'était de toujours avoir en ligne de mire le respect du donneur, de réfléchir, d'avoir une bonne réflexion sur l'information des équipes, de réfléchir à comment on allait coordonner, gérer la fin de vie, toute la question de déterminer la mort. Ici, on ne détermine pas la mort cérébrale, on va devoir utiliser d'autres instruments, et également réfléchir éventuellement sur des mesures qui peuvent être mises en œuvre afin de préserver les organes contre le problème de l'ischémie-reperfusion. Alors en ce qui concerne les donneurs, le protocole implique et impose que toutes les étapes de la réflexion sur l'arrêt thérapeutique soient consignées et justifiées dans le dossier médical du patient. On a choisi à Liège, ce n'est pas une obligation autre que notre propre décision, d'impliquer soit un neurologue, soit un neurochirurgien, afin qu'il confirme le bien fondé de la décision de limiter et d'arrêter les traitements. On verra que c'est justifié de faire appel à des neurologues parce que l'essentiel de nos donneurs sont des patients qui ont un dommage neurologique. On a convenu que ce serait évidemment le réanimateur qui approcherait les familles en 2 temps. Le premier temps, il va aborder la question de l'arrêt thérapeutique et dans un deuxième temps, ceci est quand même un peu théorique, mais dans un deuxième temps, la question du don d'organes sera évoquée. Enfin, on va veiller à ce que les équipes soient informées avant la procédure, soit par l'anesthésiste, soit par le réanimateur, parce que chez nous, dans certains centres, en particulier au CHU, l'arrêt thérapeutique est régulièrement pratiqué par l'anesthésiste du bloc opératoire. Et donc les équipes informées sont non seulement les équipes de soins intensifs, mais et surtout les équipes du bloc opératoire. Pour ces intervenants, ils ont la possibilité de dire « non, je ne participe pas ». Ce n'est pas une obligation de participer à une procédure décédée. Si on a un problème moral, et c'est compréhensible qu'on ait un conflit, qu'on ait un problème moral pour se positionner par rapport à ça, on n'est pas tenu de participer. Alors la fin de vie, on a décidé qu'elle se ferait au bloc opératoire. Dans notre protocole, c'est ainsi que ça a été convenu. On est dans une situation contrôlée, donc on a décidé que ça se ferait dans les heures ouvrables, que la fin de vie serait gérée soit par l'anesthésiste, comme je l'ai dit précédemment, soit par le réanimateur en charge du patient. Que l'analgosédation est bien évidemment débutée, ou j'ai envie de dire poursuivie aux soins intensifs, mais elle est laissée à la discrétion du médecin qui va gérer la fin de vie. Et le plus souvent, dans ce contexte, en particulier nos collègues anesthésistes, ils aiment bien prendre un relais par des agents halogénés, que probablement tous parmi vous ne connaissez pas, mais les agents halogénés sont des agents anesthésiques, donc
hypnotiques et antidouleurs, et qui ont des avantages que je décrirai plus loin. Et donc l'arrêt de l'assistance respiratoire se fait évidemment au bloc opératoire. Alors pendant toute cette procédure, le médecin, soit l'anesthésiste, soit le réanimateur, est responsable du respect du patient et du comportement digne des équipes. C'est vraiment une priorité à laquelle on tient vraiment très fort. Il n'est pas question qu'il y ait des débordements verbaux ou sur des comportements qui seraient jugés non éthiques et qui seraient en contradiction avec le respect du défunt. Vient maintenant la question de la détermination de la mort. Et en Belgique, en tout cas, il n'y a pas de loi claire pour dire qu'on a effectué un diagnostic du décès. La loi dit qu'en s'agissant du don d'organes, que c'est le médecin qui s'entoure des meilleures connaissances de la science pour établir le diagnostic de décès. C'est bien vague. Donc on a choisi, mais j'ai vu que dans les protocoles français c'est la même chose, de considérer que le patient est décédé à partir du moment où on a affaire à un arrêt circulatoire irréversible. Je parle d'arrêt circulatoire et non pas un arrêt cardiaque. Et à cet égard, on a choisi de demander aux participants à la procédure de don de s'assurer qu'il y a une ligne artérielle fémorale. On ne se contente pas de l'artère radiale, on demande qu'il y ait une ligne artérielle fémorale. Et voilà la justification. C'est que si on compare par rapport à la pression artérielle moyenne au niveau de l'artère radiale, on voit que toujours la pression artérielle moyenne est plus élevée sur l'artère fémorale. Et donc si on se contentait de mesurer la pression artérielle au niveau radial, on sous-estimerait la valeur de pression et donc on ne parviendrait pas à évaluer correctement ce qu'on considère, nous, comme l'arrêt circulatoire. En fait, on considère qu'il y a un arrêt circulatoire à partir du moment où la pression artérielle moyenne est inférieure à 30 mm de mercure et où il n'y a pas de pulsatilité au niveau de l'artère fémorale. On respecte à partir de là une période no touch, c'est-à-dire une période pendant laquelle personne n'a le droit de toucher le patient, surtout pas le chirurgien. Et la période no touch est fixée dans notre protocole à 5 minutes, ce qui est en ligne avec la littérature où l'on trouve des périodes allant de 2 à 20 minutes. Ensuite, on prononce le décès au terme de cette période no touch et la loi nous impose d'obtenir 3 signatures. Là, c'est une petite différence, je pense, par rapport au protocole français où une seule signature suffit, si je ne me trompe pas. Alors, je vais vous parler de mesures de préservation des organes. Tout d'abord, nous, on a réfléchi sur la question de la pertinence de la durée de l'agonie pour la personne en train de mourir et le bénéfice de réduire l'ischémie chaude. C'est toujours l'aspect touchy, c'est toujours aussi un moment où les gens peuvent réagir. On a convenu que le poids moral d'avoir une ischémie chaude réduite qui va amener potentiellement un meilleur résultat au niveau du transplanté est supérieur au poids moral d'avoir une ischémie chaude, une agonie relativement réduite. Dans les mesures, donc c'est aussi la raison pour laquelle l'arrêt thérapeutique se pratique au bloc opératoire et pas en soins intensifs. Ça raccourcit d'autant l'ischémie chaude. Et c'est aussi la raison pour laquelle, avant la mesure d'arrêt thérapeutique, le patient est préparé pour l'intervention. C'est-à-dire que le champ est fait, les draps sont disposés sur le corps, et c'est seulement quand tout ça est prêt, que les boîtes de chirurgie sont ouvertes, que les chirurgiens ont leurs gants à leurs mains, qu'on va pratiquer l'arrêt thérapeutique. De la même manière, on va administrer de l'héparine avant l'arrêt circulatoire. À quoi bon l'administrer alors qu'il n'y a plus de circulation? C'est de nouveau courir un risque stupide. Et on va s'autoriser des traitements visant à améliorer la tolérance à l'ischémie. Et c'est dans ce contexte-là, je vous parlais tout à l'heure des agents halogénés, c'est dans ce contexte-là qu'on apprécie l'usage des agents halogénés à une concentration Mach 1, donc ça correspond à une analogosédation modérément profonde. Mais toujours est-il que ça va permettre que les organes qui seront prélevés auront une meilleure tolérance à l'ischémie. Par ailleurs, on utilisera volontiers aussi la méthylprénisolone pour préparer le donneur une fois que la décision d'arrêt thérapeutique a été actée dans le dossier. L'intérêt ici, c'est que ça va réduire les complications chez le transplanté hépatique. Alors pour repasser brièvement les étapes, dans un premier temps, on va faire le constat du pronostic défavorable et on va décider
de manière consensuelle de l'arrêt thérapeutique, en faisant appel, le cas échéant, un neurologue ou un neurochirurgien. On va avoir, dans une deuxième étape, un contact avec les proches, avec les familles. Cette approche se fait par les médecins réanimateurs en charge du patient, et éventuellement avec le soutien des autres médecins impliqués dans la prise en charge du patient. Je pense, si c'est un traumatisme crânien, ben on aura éventuellement l'apport du neurochirurgien. Et la décision de l'arrêt thérapeutique se fait en concertation avec les proches. Alors, la loi belge ne nous impose pas de suivre la position des proches par rapport à l'arrêt thérapeutique, elle nous impose de les informer. Mais de la même manière que mettre en place un traitement, ça relève de la responsabilité médicale, arrêter le traitement relève également. Toute cette approche doit être en totale indépendance par rapport aux équipes de transplantation. Suite à ça, on va contacter le centre de transplantation. Ça a été dit précédemment, ça ne sert à rien d'amener un malaise ou un espoir. Ça dépend un petit peu comment les familles vont le voir par rapport à la question du don d'organes. Si, par exemple, le patient s'est inscrit en opposition au registre national, ou bien si le centre de transplantation estime que ce donneur potentiel n'est pas éligible. Dans un quatrième étape, on va approcher les familles pour voir quel est le positionnement du patient qui va décéder, il n'est pas encore mort. La loi belge se base sur le principe de l'opting out, c'est-à-dire du consentement présumé, comme en France. Et donc, ce qu'il nous faut recueillir, c'est vraiment la position du patient qui va décéder et pas la position de la famille. Et on sait qu'il y a souvent, dans le chef des proches, un conflit d'intérêts. À partir du moment où on a le consentement, on va planifier la procédure en salle d'opération en ayant une interconnexion entre le personnel des soins intensifs et le personnel du bloc opératoire. L'arrêt thérapeutique se fera au bloc opératoire. Lorsque l'arrêt circulatoire survient, on respecte la période no touch. Le décès est prononcé et seulement là, commence la procédure de prélèvement. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur du potentiel qu'il y a en Belgique, vous multipliez par 6 et vous aurez les chiffres français. Il y a en Belgique chaque année à peu près 9000 patients qui décèdent en soins intensifs. Parmi ces patients-là, si on filtre en fonction de l'âge, on s'est fixé la barre inférieure à 70 ans et de la situation du patient, c'est-à-dire qu'il n'est pas contre-indiqué au don d'organes, il n'y a pas de phénomène aigu médical qui contre-indique le don d'organes. On a à peu près recensé 700 patients donneurs potentiels. Malheureusement, seulement 106 ont été référés en 2014 sur les 730 potentiels, et finalement 56 ont été des donneurs effectifs en 2014. Vous verrez que les choses progressent malgré tout. Alors, ce qui est dommage, c'est que parmi le pool de donneurs potentiels semble assez réel. On a toujours des erreurs possibles quand on travaille sur des bases de données. Il y a à peu près 30% des patients qui ne sont pas identifiés comme des donneurs potentiels. Et donc là, clairement, à notre échelle, on sous-estime notre potentiel de donneur, d'autant plus que si on estime qu'il y a à peu près 95 hôpitaux ayant une activité de don d'organes en Belgique, il y en a seulement 37 qui ont un protocole décédé. Alors, nos donneurs décédés, ils ont globalement à peu près le même âge, ils sont même un tout petit peu plus jeunes que les donneurs en mort cérébrale, en mort encéphalique. Les causes de décès sont essentiellement pour 95% des dommages cérébraux ou du système nerveux central. La première cause, c'est l'encéphalopathie post-anoxique. Viennent ensuite les accidents vasculaires cérébraux et le traumatisme crânien. Et alors maintenant, si on regarde un petit peu les résultats, qu'est-ce que ça amène? Ça montre que ce qu'on observe, c'est que au fil du temps, on a vu cette partie verte du graphique s'élargir de plus en plus, jusqu'à arriver à une proportion de 30% des donneurs en Belgique qui sont des donneurs décédés. Ce qui est assez rassurant, c'est de voir que en fait, le nombre de donneurs en mort cérébrale, en mort encéphalique, est assez constant. Donc, une des craintes quand on a un programme décédé, c'est d'aller trop vite vers le programme décédé et d'oublier que le patient peut évoluer vers la mort encéphalique. Et il semblerait que le programme national fonctionne assez bien dans ce sens-là.
Alors en termes de prélèvement d'organes, voilà, voilà les résultats. Il y a 25% des reins prélevés au niveau national qui viennent de donneurs décédés, 30% des foies, donc c'est non négligeable, 3 fois sur 10 viennent d'un donneur décédé, 27% des poumons, idem, c'est quand même vraiment un pool vraiment non négligeable, et les résultats sont bons. Ici, je vous montre la survie des greffons rénaux, donc je ne parle pas de la survie du patient, vraiment la survie des greffons à 5 ans, et la survie pour les greffons rénaux de donneurs en arrêt circulatoire ou des donneurs en mort encéphalique, elle est semblable, elle est autour de 70%. Idem pour la survie à 5 ans des greffons hépatiques. J'ai oublié de vous dire que ce sont les chiffres d'Eurotransplant. Donc ce n'est pas seulement la Belgique, c'est les chiffres, on ne dénote pas, mais c'est les chiffres à l'échelle d'Eurotransplant. Donc ça veut aussi dire que c'est un programme beaucoup plus large et qui fonctionne. Donc la survie des greffons à 5 ans hépatiques, elle est de l'ordre de 60%, aussi bien pour les donneurs en mort encéphalique que pour les donneurs en mort suite à un arrêt circulatoire. Si on regarde la survie des transplantés de poumons à 3 ans, il n'y a pas de données sur une plus longue période de temps. On est dans le même ordre de grandeur et à 3 ans, on tourne autour de 80% de taux de survie. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Tout d'abord, c'est qu'il faut avoir un protocole. Il faut suivre le protocole. Ce n'est pas une bonne approche de se dire je me lance, je vais dans mon centre faire du DCD3, tiens aujourd'hui j'ai un patient potentiellement éligible, je le fais. Vous allez avoir des remontées des équipes soignantes à coup sûr. Donc il faut vraiment mettre en place et suivre le protocole. Si on l'a écrit et s'il est bien écrit, c'est qu'il peut être suivi et qu'il doit être suivi. Il faut toujours veiller à communiquer. Et là, c'est vraiment un message envoyé aux médecins. Je sais qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de médecins dans la salle, mais il faut que je balaye devant ma porte. Et nous avons le défaut de mal communiquer avec les équipes soignantes. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler, parce que c'est vraiment essentiel pour pouvoir travailler en équipe. Alors, à la question de savoir si les donneurs décédés augmentent le pool de donneurs, eh bien la réponse est oui. Effectivement, je vous l'ai montré sur cette diapo, on parvient à augmenter, en l'occurrence pour l'année 2015, on a augmenté de 30% le pool de donneurs. Et ce n'est pas de nouveau qu'en Belgique qu'on observe ceci, on l'observe peut-être dans une moindre mesure aux États-Unis, de manière similaire au Royaume-Uni. Et je mettrai un petit bémol pour les Pays-Bas, parce que je vous disais tout à l'heure, le risque quand on a un projet, une procédure DCD3, c'est d'aller trop vite vers le don d'organes en arrêt circulatoire, alors que le patient pourrait évoluer vers la mort cérébrale. C'est un peu ce que les médecins aux Pays-Bas ont vécu, et ils ont dû mettre un plan d'action en 2007 pour essayer d'inverser la manœuvre, parce qu'il y avait un taux croissant, ils sont montés jusqu'à 60% de donneurs décédés, et clairement, parmi ces décédés, il y avait des patients qui auraient pu être des donneurs en mort encéphalique. Alors j'aime bien faire un clin d'œil parce que les résultats de transplantation, ce n'est pas seulement des chiffres, c'est aussi des individus, des êtres humains comme vous, comme moi. Et ici, je vous montre 2 personnes transplantés. Alors je ne sais pas s'ils sont décédés, c'est des transplantés à partir d'un donneur décédé ou à partir d'un donneur DBD, mais ce que je sais, c'est que le gaillard là en blanc, c'est un transplanté cardiaque. Et il est en train de pousser un transplanté du foie dans une randonnée qu'on fait ici autour de Liège sur 2 jours. Chaque participant va parcourir 250 km avec une moyenne horaire imposée de 26 km/h, donc ça vous donne un peu une idée. C'est une vraie épreuve physique. Et pour la petite histoire, ce monsieur qui s'appelle Luc a déjà grimpé plusieurs fois un mont terrifiant que vous connaissez bien, le mont Ventoux. Donc ça veut dire que être transplanté, c'est aussi retrouver vraiment de la qualité à sa vie. Alors, pour finir, je vais vous passer une petite vidéo qui a été faite par un de nos compatriotes, mais qui vit une partie de son temps en France, qui s'appelle Bouli Lanners, et qui a été acteur dans un film qui s'appelle Réparer les vivants, qui est tiré d'un livre. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui l'ont vu, peut-être, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de notre institution. Et je vous le passe, je n'ai pas besoin de faire plus de commentaires.